Bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. Du coup, nous reprenons notre concept Expériencia, qui est une série de e-conférences du club Elite ENCG Stats, c'est le club de développement personnel de l'école. Et nous nous retrouvons au 6e épisode avec une invitée spéciale. Cette fois-ci, une journaliste, une animatrice, une photographe, une productrice, réalisatrice, globe-trotteuse, mais encore une femme inspirante qui a su redéfinir des termes, je dirais, autrefois cadenassés de la société, à savoir liberté, autonomie, indépendance, égalité et bien d'autres. Et en cette semaine de la femme, qui de mieux que le modèle Leila Rendi pour une bonne dose de motivation, comme elle avait l'habitude de faire chaque dimanche, en nous réunissant devant sa célèbre émission Voyage avec Leila Rendi. Du coup, merci énormément à vous, madame, d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait énormément plaisir. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est un plaisir pour moi d'être là et d'accepter votre invitation et de participer à ce programme pour lequel je vous félicite et de m'adresser aux élèves de l'ENCG Stat, mais pas que, parce qu'il y a aussi toute votre communauté qui est là. Et donc, je dis bonjour à tout le monde. Plaisir partagé, madame. On vous attendait depuis très longtemps, c'est vrai. C'est gentil, mais moi, quand je peux, je vais à la rencontre. D'ailleurs, je suis déjà venue à l'école, pas à Stat, mais à Casablanca. Oui. Et 2 fois, j'y suis allée. Et à chaque fois, j'ai été impressionnée par la qualité des élèves, leur niveau en anglais. Et puis aussi l'infrastructure. L'école, je l'ai trouvée très belle. Je me suis dit, franchement, c'est magnifique d'avoir de belles écoles comme ça au Maroc. C'est vrai. Du coup, madame, une question juste introductive avant de commencer le live. Comment c'était pour vous la période du confinement, du coronavirus? Était-elle une période difficile pour vous? C'était plutôt constructif? Comment ça s'est passé? Ça a été une période très bizarre, très, très compliquée, je pense, pour tout le monde, mais surtout, c'est une gifle, cette période corona, ce confinement généralisé. C'est comme si on avait mis le monde entre parenthèses pendant un moment et vraiment stupéfaite. J'ai été stupéfaite de vivre ça. Déjà, je vais parler d'un point de vue humain. Après, on va parler d'un point de vue, on va dire, impact professionnel, etc. Mais d'un point de vue humain, qui pouvait penser une semaine plus tôt que tout d'un coup le monde changerait? Parce que le monde a changé. Pendant un an, on pouvait plus se placer, on ne pouvait plus se rencontrer, on ne pouvait plus travailler, on ne pouvait plus s'alimenter normalement, faire les courses, faire du sport. Tout a été arrêté. De voir toutes ces rues, de toutes ces villes, de tous ces pays, tous ces continents, avec personne dans la rue, c'était complètement impressionnant. J'avais vraiment l'impression que c'était un film. Donc, moi, la première chose, c'est la stupéfaction de voir cette chose inédite. C'est la première fois que l'humanité vit quelque chose comme ça, et c'est digne des scénarios de films hollywoodiens. Donc il y avait ce côté-là. Ensuite, ça a permis, c'est la première fois que je me retrouve à vivre à ce point avec ma famille, ma cellule familiale, parce que d'habitude, il y a l'école, il y a les voyages, il y a le travail, il y a les déplacements à l'étranger, il y a tout ça qui fait qu'on n'est jamais tout le temps ensemble. Et donc, cette crise sanitaire a offert cette possibilité de manière contrainte et forcée, parce qu'on n'avait pas le choix, mais nous a permis de nous recentrer sur nous, de nous recentrer sur notre cellule. Et ça, c'était franchement pour moi une très belle expérience familiale, parce qu'on était ensemble tout le temps, matin, midi et soir. Je sais que pour certains, ça a été des causes de divorce, parce que les gens n'ont plus l'habitude d'être autant ensemble. Et puis, il faut le dire, les conditions des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Ceux qui sont dans un studio avec 3 enfants, un chien, c'est pas la même chose que ceux qui ont la chance de vivre dans des grands appartements. Ou des grandes maisons. Donc, il y a une certaine inégalité. Mais d'un point de vue humain et familial, ça a été formidable. Après, d'un point de vue professionnel, bien sûr, il y a beaucoup de projets qui ont été interrompus, d'autres qui ont été annulés, d'autres qui ont été reportés. Donc ça, c'est vrai que ça pousse aussi à la réflexion. De la même manière que ça a permis de recentrer sur l'essentiel d'un point de vue familial, je pense que d'un point de vue professionnel, peut-être que ça a permis à un certain nombre de personnes de se recentrer sur l'essentiel professionnel et peut-être aussi de se réinventer. Parce que certains ont été obligés de s'adapter, certains ont été obligés d'innover. Et je pense, moi j'essaie de penser
côtés. Alors bien sûr, il y a des mauvais côtés. La crise sanitaire et les morts qu'il y a eu et les malades qu'il y a eu, bien sûr, ça, c'est même pas la peine d'en parler. Et je pense à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un. La crise économique, parce que là aussi, c'est horrible de voir tous ces entrepreneurs, tous ces investisseurs qui ont misé sur des projets, tous ces salariés qui ont dû être licenciés, tous ces gens qui ont fait faillite. C'est horrible, ça c'est terrible, mais j'essaye aussi de penser au positif. Et le positif, c'est que je pense que ça force l'innovation, ça force l'adaptabilité, la flexibilité. Et j'espère qu'on aura tous développé un peu en nous cette capacité de se réinventer. Parce que je pense que ça serait une erreur de juste attendre que les choses reviennent à ce qu'elles étaient avant. Je pense que, j'espère qu'il y aura un avant et un après coronavirus, et j'espère que ça permettra au plus grand nombre de se réinventer, d'essayer d'aller vers des nouvelles formes de travail, des nouvelles formes de projets, des nouvelles façons de vivre aussi, des nouvelles formes de solidarité. Voilà, donc ça, ce côté positif. Donc bien sûr, en résumé, beaucoup de choses négatives, la distanciation sociale, mais aussi, j'espère, pas mal de choses positives. Et on espère que bientôt, on retrouvera, en tout cas, pas la vie d'avant, mais une certaine liberté de faire, d'aller et de vivre. C'est vrai, madame. C'est vrai, ça a été une crise assez difficile, mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'on est aujourd'hui beaucoup plus reconnaissant, parce qu'on reconnaît la valeur des petites choses qu'on ne remarquait pas avant, justement. C'est le fait de sortir sans attestation, le fait de rencontrer des personnes et pas mal d'autres choses. Du coup, on retient du positif quand même, c'est vrai. Des choses qu'on considère comme étant acquises. Exactement, oui. Venir voir des amis, aller au restaurant, les rassemblements. C'est vrai. Et voilà, rien n'est jamais acquis, pas même la santé n'est jamais acquis, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, se remettre en question, je pense, régulièrement, c'est vraiment important pour essayer de s'améliorer tout le temps, de faire les choses au mieux, et même dans notre propre alimentation, parce qu'à la base, tout ça, c'est parti d'une histoire de pangolin. En Chine, et comme quoi ce qui se passe en Chine peut vraiment avoir des répercussions internationales et mondiales. Bon, j'espère que ça aura permis à certains aussi de se poser des questions sur notre mode de consommation, sur notre mode d'alimentation, et peut-être que demain, on s'alimentera mieux et puis on fera plus attention à notre mode de consommation et notre mode de vie. C'est vrai, madame. Du coup, madame, pour commencer le live, vous avez un parcours académique qui s'aligne avec le nôtre, qui est axé sur le business, la gestion, le commerce, entre Sciences Po à Paris ou encore KEJ à Bordeaux, filière commerce international. Vous avez aussi fait un bachelor à l'Angleterre. Et du coup, madame, apparemment, le destin en a fait autrement. Et du coup, commençons par le tout début. Comment vous avez, pour la première fois, découvert votre passion journalistique, si j'ose dire, et intégré ce domaine pour la première fois? Déjà, je pense que c'est important de dire qu'il y a un proverbe qui dit « Tous les chemins mènent à Rome ». C'est-à-dire que, et c'est important de le dire, et c'est important de le dire à vous qui êtes étudiants, c'est pas parce qu'on fait des études en gestion qu'on va forcément être manager ou travailler dans le commerce. C'est pas parce qu'on fait des études d'architecte qu'on va forcément être architecte. Tout ce qu'on vit, c'est un chemin, c'est un apprentissage, c'est une découverte de soi. On peut toujours changer de chemin. On peut toujours s'adapter. Mon père me disait souvent, la vie, c'est comme un échiquier. C'est comme une partie d'échecs. En fonction des pièces qu'on joue, la partie va se transformer. À chaque fois, elle va se transformer. Rien n'est écrit de manière figée. C'est à nous de faire notre chemin. Et donc, moi, oui, j'ai fait une école de commerce international et j'aimais beaucoup ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et ça m'a permis de me donner des bases aussi et une certaine culture générale, parce que c'est important. C'est pas parce que on veut être dentiste qu'on va apprendre que tout ce qui est en lien avec les dents. Je pense qu'à un moment, c'est important de s'ouvrir aux choses, d'acquérir une culture générale, de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, à l'histoire des pays étrangers, à l'économie mondiale, à la science. Enfin,
c'est important d'essayer d'élargir notre palette parce que c'est ce qui va nous améliorer, nous, en tant qu'individus, en tant qu'humains. Et ça, on l'aura toujours pour nous, on pourra toujours le garder. C'est ce qui nous permettra d'être meilleurs demain, quelle que soit notre activité. C'est important pour quelqu'un, c'est important pour un architecte de connaître les sciences de la vie et de la terre. C'est important pour un manager de connaître les relations humaines et la psychologie. C'est important pour un comptable de connaître la finance internationale. Ou c'est important pour un journaliste de connaître les relations internationales ou la politique soviétique. Enfin, je sais pas. Donc, c'est important d'ouvrir notre esprit et de ne pas rester monomaniaque et monothématique sur le thème de nos études ou bien le thème de notre recherche. Ça, je pense que c'est important et c'est ce qui nous donne aussi les cartes plus tard de pouvoir changer de chemin et nous adapter en fonction de nous, de notre propre évolution, parce qu'on n'est pas le même à 15 ans qu'à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40 ans. Et c'est important de savoir que c'est possible de s'engager dans de nouvelles voies. Et c'est important aussi pour l'activité qu'on va faire, d'avoir une culture générale qui va nous permettre de mieux comprendre les choses, d'avoir de la perspective et pas de regarder juste à travers nos œillères parce que ça veut dire qu'on aura une lecture réduite, une compréhension réduite des choses. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait des études générales parce que je savais pas trop ce que je voulais faire en réalité. C'est pas que je suis passionnée par la gestion, mais je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose de généraliste parce que j'ai 18 ans, j'ai 17 ans, j'ai pas de passion dans la vie, j'ai pas de vocation, j'ai pas de mission claire. Il y a des gens, depuis 10 ans, moi j'ai mon neveu, lui, depuis qu'il est tout petit, il sait qu'il veut être pilote de ligne, donc voilà. Ou alors je connais quelqu'un qui, depuis qu'il est tout petit, veut être avocat. Bon, donc il y en a qui grandissent avec cette idée-là déjà bien ancrée. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. Mais moi, ce n'est pas mon cas. J'avais pas de... Donc je me suis dit, je vais aller vers une formation qui est généraliste, qui me permettra de découvrir le marketing, la finance, la comptabilité, le droit. Donc j'ai fait un petit peu de tout ça. Et c'était très intéressant. J'ai travaillé dans les relations internationales. J'ai fait une formation à Sciences Po Paris, plus dans la politique et le marketing en même temps. Et tout ça a été très intéressant. J'ai commencé à travailler dans les relations internationales à la Chambre de commerce. C'était vraiment intéressant. Mais à côté de mon travail, j'ai toujours eu cet amour pour le voyage. J'ai commencé à voyager très jeune avec mes parents. J'avais de la chance. Tous les étés, on partait 1 mois, 3 semaines, à droite, à gauche, au Maroc, en Espagne, en France. Et ça m'a permis de découvrir le voyage, de découvrir les cultures du monde, les musées, les pays, l'histoire, la géographie, et j'ai toujours trouvé ça intéressant. J'ai commencé à voyager seule à l'âge de 15 ans et à chaque fois je partais quand je pouvais, quand je mettais de l'argent de côté, quand je faisais des stages, je gagnais mon argent, je voyageais avec cet argent-là, et donc ça a été un à côté. Et en voyageant, j'ai appris la photographie, en voyageant, j'ai appris à filmer. Écrire, ça j'ai toujours aimé depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit, et donc ce sont des choses qui se sont faites petit à petit, à tel point qu'un jour j'ai toqué à la porte d'un magazine féminin marocain qui était Femmes du Maroc, et je leur ai proposé, écoutez, 1 fois par mois je vous propose moi de faire Femmes du Monde, et ils ont aimé l'idée et ça a marché. On a fait ça pendant un bon moment, je sais plus combien, peut-être 2 ans. Tous les mois, je faisais pour Femmes du Maroc, Femmes du Tibet, Femmes du Kenya, Femmes de Mongolie, Femmes de Russie, Femmes de Tunisie, différents pays. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans ce métier, c'est-à-dire petit à petit, pierre après pierre. À côté, j'avais quand même mon job, je travaillais, j'étais salariée, donc j'avais ma sécurité, on va dire, financière. Mais à côté de ça, je continuais à voyager quand je pouvais, je continuais à faire des photos, je continuais à faire des papiers et pour la presse. Et petit à petit, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie, et il a fallu que je choisisse entre continuer dans les relations internationales, dans les grandes institutions. Moi, quand j'étais enfant, c'est vrai, je me disais, j'aimerais travailler à l'ONU, j'aimerais participer à changer le monde, à rendre le monde meilleur. Donc moi, j'avais cette idée de l'ONU. Donc c'est pour ça que j'étais à Sciences Po, c'est pour ça que j'ai travaillé dans des ambassades, que j'ai travaillé pour des organismes internationaux, des organismes gouvernementaux. Et finalement, l'amour du voyage et des médias, ça a pris de plus en plus de place, et à un moment, il a fallu faire un choix. Et j'ai fait le choix de l'aventure, j'ai fait le choix du voyage, j'ai fait le choix de l'inconnu. Et ça a été la décision, je pense, la plus difficile, parce qu'il a fallu sortir de ma zone de confort, abandonner quelque chose de sécurisé, de rassurant,
un job, un salaire à la fin du mois, une carte de visite, statut social, voilà, sécurité, mettre memche, voilà. Tu vas là comme ça et c'est bien pour aller vers quelque chose où j'avais pas le réseau, j'avais pas le diplôme, j'avais pas la légitimité, j'avais pas l'expérience professionnelle, j'avais rien en fait. Mais je me suis dit non, il y a quelque chose, j'adore faire ça, je pense que je le fais bien, je vais essayer et qui ne tente rien à rien. Et c'est comme ça que j'ai abandonné, j'ai démissionné en fait de mon job parce que je pouvais plus faire les choses moi. Voilà, j'ai commencé, par exemple, ma première exposition de photos. Souvent, les gens pensent qu'on m'a donné tout sur un plateau d'argent, que je connaissais le directeur général de 2M, que je connaissais les galeries d'art, elles m'ont ouvert la porte. Et ça, c'est très marocain, toujours, de dire, ah, mais parce qu'elle avait le piston, elle avait le réseau, elle avait l'argent, elle avait la famille, elle avait le papa, elle avait le machin. Alors qu'en réalité, rien de tout ça. D'ailleurs, même la première exposition de ma vie de photos, c'était ni dans une grande galerie d'art, ni dans une petite galerie d'art, c'était dans la rue. Comme tous ceux qui commencent et qui osent. C'était dans la rue, en plein mois de décembre, il faisait moins de 2 degrés, j'avais très froid, mais je me suis dit, il faut commencer quelque part. Alors les galeries, elles vont pas m'ouvrir leurs portes parce qu'elles me connaissent pas, parce qu'elles savent pas si les gens vont aimer, parce que je suis pas connue, etc. Donc j'ai exposé mes photos dans la rue. J'étais encore étudiante à ce moment-là. J'étais à Paris et en fait, ça a été une très bonne expérience parce que les gens s'arrêtaient, les gens complimentaient, les gens achetaient des photos. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'au bout du 5e jour, il y a la police qui est venue me dire est-ce que vous avez l'autorisation, est-ce que vous avez les papiers, est-ce que vous avez le statut, est-ce que vous avez l'enregistrement. Je dis oh, je suis désolée, j'ai rien de tout ça, j'ai pris mes affaires, mes clics et mes claques et je suis partie. Mais je suis partie où? Je suis allée dans une galerie en leur disant voilà ce que j'ai fait, voilà les retours, voilà les mots que les gens m'ont laissés, voilà mes photos, il y en a même qui ont acheté, donc il y a du potentiel. Oui. Et ma première exposition en galerie d'art a eu lieu comme ça, c'était en 2005, c'était à Paris. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, il faut pas trop avoir peur, ni trop se poser de questions. Quand on est prêt à travailler, quand on a voilà, quand on pense qu'on peut réussir, il ne faut pas attendre le moment parfait, les conditions parfaites, parce que ça n'arrive jamais. Et généralement, les bonnes conditions arrivent qu'une fois qu'on a commencé. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose dans ma vie, et ça s'est toujours passé comme ça. Et d'ailleurs, même parce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez mentionné l'émission de télé qui passait en prime time sur 2M et qui réunissait chaque mois plus de 2 millions de téléspectateurs. Donc, c'est peut-être ce que les gens connaissent le plus de moi, parce que c'était à la télé, donc c'est populaire. Mais ça, c'est arrivé en fin de parcours. Oui. En fin de parcours, c'est arrivé... voilà, en 2012, alors que moi j'ai commencé à voyager seule en 1995. J'ai fait mes premières collaborations avec la presse en 2004. Voilà, donc 2012, c'est arrivé après un parcours déjà de galères, de difficultés, d'obstacles, d'essais, de choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. La presse, la photographie, un livre qui est sorti en 2006 aussi. Donc c'est vraiment arrivé en fin de parcours parce que les médias parlaient de moi, parce que j'étais la Marocaine qui voyage toute seule avec son sac à dos. Certains disaient que j'étais folle, d'autres disaient que j'étais super. Mais bon, j'ai gagné des prix. J'ai gagné un certain nombre de prix internationaux. D'ailleurs, beaucoup plus de prix à l'international qu'au Maroc. Je ne sais même pas si... Oui, j'ai beaucoup plus de prix à l'international qu'au Maroc. Et donc, les médias ont parlé de moi. Et c'est comme ça que le directeur général de 2M a entendu parler de moi, qui m'a connue. Et il m'a contacté. Il m'a envoyé un mail comme ça. J'étais en Éthiopie à ce moment-là. Et j'ai dit merci pour votre mail. Lorsque je rentre à Casablanca, on organise un rendez-vous et on en parle. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée d'Éthiopie. On a organisé un rendez-vous avec Salim Cheikh, Reda Benjeloun, directeur d'information, directeur des magazines. Et on a développé cette émission-là. Mais c'est arrivé en fin de parcours. C'est vraiment important de le dire parce que ça fait partie des messages que j'essaye de transmettre, notamment à la jeunesse. Ne croyez pas que ce que vous voyez, c'est le début de l'aventure. Généralement, ce qu'on voit, c'est la fin, ou ce qu'on voit, c'est le meilleur. Oui. Voilà, même les émissions, souvent on me dit oh, c'est magnifique, c'est que du bonheur, c'est des vacances. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout le travail qu'il y a derrière, toutes les gars qu'il y a derrière, toute l'équipe qu'il y a derrière.
toutes les images qu'on n'a pas montrées, toutes les nuits sans sommeil, toutes les difficultés. Et c'est important de les montrer parce que sinon, on donne une mauvaise idée de ce qu'est la vie, de ce qu'est le métier, de ce qu'est le travail. Le travail, voilà, demande de l'abnégation, de la persévérance, du courage, de ne jamais abandonner, d'y croire toujours, voilà, donc ça fait partie des choses que j'essaye de dire aussi. Mais comment j'y suis arrivée? Voilà, j'y suis arrivée par ma passion du voyage qui petit à petit s'est transformée en un métier. Et pas un jour, je regrette d'avoir fait ce choix un jour d'abandonner le confort d'un avenir tout tracé et un salaire pour aller vers l'aventure. Parce que c'est là que je me suis vraiment retrouvée. C'est là que je me suis retrouvée à faire des choses qui me plaisent, que j'aime. Et puis surtout, moi qui voulais travailler à l'ONU, moi qui voulais contribuer à avoir un impact positif sur la vie des gens, je me suis rendu compte que on n'était pas obligé de faire de la politique pour avoir un rôle et avoir un impact positif sur la société, et que les médias étaient une magnifique manière d'avoir un impact, que l'art aussi, la culture était aussi un magnifique moyen d'avoir un impact. Donc moi, quand j'ai une émission qui est regardée tous les mois par 2 millions de personnes au Maroc, c'est pour moi l'occasion à chaque fois de m'adresser à ces 2 millions de personnes. Donc oui, c'était une émission de voyage, une aventure, on a découvert des pays, on a vécu des choses incroyables, c'était décontracté, mais en même temps, on abordait des questions d'ordre politique, culturel, religieux, sociétal. On a parlé du harcèlement sexuel en Égypte, on a parlé de l'excision en Tanzanie, on a parlé du voile et de l'islamisme en France, on a parlé du conflit israélo-palestinien lorsque j'étais en Palestine, on a parlé de plein de sujets comme ça, parfois sensibles, parfois tabous, mais de manière décontractée, pas en mode journalistique sérieux BBC, mais à travers le prisme du voyage. Et ça m'a permis de faire passer pas mal de messages, et même il y a certaines fois, dans certains cas, des questions qui sont remontées au Parlement au Maroc, notamment sur la question du voile, où moi je disais, chaque femme a le droit et la liberté de choisir par elle-même si elle veut se voiler ou pas, et personne ne peut le lui imposer. Donc ça, je me suis rendu compte que les médias étaient très puissants et pouvaient vraiment toucher un grand nombre de personnes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je continue à travailler dans les médias. Je suis allée sur France 2 après, et aujourd'hui de plus en plus sur Internet et les réseaux sociaux, parce que là, du coup, il n'y a plus de limite avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai une petite communauté aujourd'hui, on a moins de millions de personnes, mais mon objectif, c'est de développer mon audience, de développer et de produire du contenu spécialement pour cette audience-là, qui soit entre le voyage et, en fait, qui me ressemble, et qui permettent aussi d'essayer de contribuer à faire bouger les lignes. J'ai pas mal de matière et une grande envie de le faire, et c'est ce que je fais aujourd'hui, aux côtés des conférences aussi, que je fais de plus en plus souvent, que ce soit aux Nations Unies, au Parlement européen, ou dans les écoles et les universités, comme le NCG ou les universités et les facultés du Maroc, pour pouvoir justement aller à la rencontre de la jeunesse, leur donner envie d'entreprendre. Moi, mon message, ce n'est pas de dire soyez libres, parcourez le monde, mais de leur dire ayez confiance en vos projets, n'ayez pas peur d'entreprendre, osez faire ce premier pas, parce que c'est ce premier pas qui est le plus difficile. Après, le reste, souvent, découle de ce premier effort qu'on a fait. Et vraiment, ça, c'est un des messages que je transmets, que je souhaite transmettre le plus possible, notamment aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, mais que de dire souvent, c'est quand on commence que les choses apparaissent. Il ne faut pas attendre d'avoir les réponses à toutes nos questions, parce que ça arrive rarement. Tous les entrepreneurs vous diront qu'ils avaient un business plan, mais que le business plan, c'est juste pour commencer. Après, il faut s'adapter. Et souvent, quand on commence, c'est là qu'on commence à faire les bonnes rencontres. C'est là qu'on commence à se poser les bonnes questions. C'est là qu'on commence à attirer les bonnes énergies. C'est là que, du coup, il y a des investisseurs qui sont intéressés, qui vous contactent. Et petit à petit, ça prend forme, ça grandit, ça grossit. Et next thing you know, ça se fait. Donc vraiment, votre sujet, votre thème, il est parfait, parce que c'est ça, oser franchir le pas. C'est vraiment ça, je pense, qui est la clé dans le projet personnel ou professionnel de chacun, oser franchir ce pas. Et c'est un effort qui est encore plus grand dans les pays comme les nôtres, où le poids de la société, de la religion, des traditions,
sont lourds à peser sur nos épaules, surtout quand on est femme, encore plus. Parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur du jugement des autres, on a peur de l'échec, on a peur de la chouma, on a peur de ne pas être au niveau. Et donc, au final, on se dit, bon, je vais pas faire ça. Et je pense que c'est la pire erreur à ne pas faire, de s'auto-censurer soi-même. C'est vrai. Du coup, en fait, madame, dans votre réponse, vous avez évoqué pas mal de points, justement. Oui, désolée, je parle beaucoup. Je parle toujours à m'interrompre. Non, 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 madame, c'est juste que, justement, ce que vous avez dit, c'est très intéressant et j'aimerais bien y revenir encore plus sur le détail parce que c'est vraiment, ça englobe votre parcours, votre énergie, justement, votre état d'esprit, plein d'autres choses. Du coup, moi, déjà, avant, en fait, de parler de la thématique, etc., moi, j'aimerais bien savoir parce que déjà, quand vous avez décidé de vous lancer, de vous consacrer complètement au journalisme, vous qui êtes passionné par l'écriture, vous avez écrit votre premier ouvrage Chronique de Chine. Et du coup, moi, madame, j'aimerais bien savoir déjà quand vous avez eu l'intention justement d'écrire l'ouvrage, appréhendez-vous la réaction des gens? Est-ce que vous vous posiez la question sur est-ce que ça pourrait leur plaire ou pas? Aviez-vous cette crainte déjà? Parce que déjà, ça, c'est un premier pas et l'écriture, c'est pas quelque chose d'aussi facile aussi. Alors, beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie se sont passées parce que j'ai fait les choses avec le cœur. Pas en calculant trop, mais avec le cœur et spontanéité et travail. Et en l'occurrence, ce livre-là, il n'était pas prémédité. C'est pas un livre que j'ai pensé avant qu'il n'existe. C'est un livre qui s'est fait de lui-même. Je m'explique très rapidement. Je suis en Chine. C'est en 2004, c'est-à-dire la Chine de 2004, pas la Chine d'aujourd'hui. Vraiment, on ne connaissait pas trop, on n'en parlait pas trop, enfin pas autant qu'aujourd'hui. Et donc, moi, j'arrive là-bas et je connais personne. Je suis allée là-bas pour faire un stage dans un organisme gouvernemental franco-chinois. Et donc, je vivais toujours des choses incroyables. Et donc, un jour, je vis quelque chose d'incroyable, une situation complètement insolite, le truc surréaliste, un peu comme dans le film Lost in Translation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le film d'un Américain qui va au Japon et tous ses repères sont bouleversés et donc tout est différent. Donc moi j'étais là-bas et tout était différent, à tel point que des fois je vivais des choses incroyables, drôles, surréalistes. Et donc un jour j'ai voulu raconter une histoire que j'avais vécue à ma famille et quelques amis. Donc j'ai écrit un mail et je l'ai envoyé. Le lendemain, je vis encore quelque chose de dingue. Je dis, je vais leur raconter ça. J'écris un mail et je l'envoie, mais très spontanément. C'est pas un mail que j'ai écrit en 1 heure. J'ai écrit un mail et je l'ai envoyé. Et en fait, chaque jour, il se passait quelque chose. Chaque jour, j'envoyais un mail. Et comme c'était drôle, j'ai perdu le contrôle de la mailing list parce que chacun a commencé à l'envoyer à droite, à gauche. Forwarder. Et puis en fait, au début, il y avait 15 personnes à qui j'envoyais ça. Voilà, mes parents, mon frère, quelques copains, amis. Et petit à petit, c'est devenu un grand groupe de 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes. J'ai perdu le contrôle. Et c'est tombé entre les mains d'une maison d'édition marocaine qui s'appelle Le Fennec, qui a reçu ça et qui m'a dit, écoutez, c'est vraiment super drôle et très bien écrit, vous savez bien écrire. Si vous le permettez, quand vous finissez, on en fait un recueil et on le publie. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, à la fin de mon séjour, je suis restée près d'1 an en Chine. À la fin de mon séjour, c'est devenu, ces mails, c'est devenu un petit livre. Et ils les ont voilà, mis tous ensemble. Ma mère a été vraiment à contribution parce que moi, j'étais encore en Chine. Donc, c'est elle qui était chargée de tout réunir, de tout... Et comme en plus, je faisais de la photographie, on a pu faire un recueil illustré par mes propres photographies. Et c'est devenu Chronique de Chine, qui a été récompensé par 2 prix, dont un prix international américain. Donc, je ne me suis pas posé la question, est-ce que ça va plaire ou pas plaire? Je n'ai pas eu peur, est-ce que ça va marcher ou pas marcher? Ça s'est fait comme ça. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. À un moment, il faut juste faire le premier pas et voir ce qui se passe après. Si on fait bien les choses, si on les fait avec le cœur et si on y met du temps et de l'énergie,
il n'y a que du bon qui peut en sortir. Alors, pas forcément le bon qu'on peut imaginer nous-mêmes, mais c'est un autre bon, ou c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de découler sur autre chose qu'on n'avait pas prévu, ou de rencontrer quelqu'un qui aura un impact sur notre vie après, ou qui va nous donner envie de reprendre des études dans tel domaine, ou qui va nous donner envie de changer de métier. Bref, je pense que du bon peut en sortir. Donc, il faut entreprendre. Et je trouve que nous, au Maroc, on n'a pas assez la culture de l'entrepreneuriat. On a plus la culture du salarié ou du fonctionnaire parce que justement, on n'a pas envie de prendre des risques. On a envie d'avoir la sécurité. On n'a pas envie de s'exposer à l'échec. On n'a pas envie de travailler pour rien. Je veux dire, les entrepreneurs, toutes les success stories des entrepreneurs, pour une entreprise qui marche, il y en a 5 qui ont échoué avant. Et donc, si on n'a pas envie de prendre le risque d'échouer, eh bien, on ne peut pas gagner. On ne peut pas réussir. Donc, et c'est pour ça que la culture de l'échec chez nous, au Maroc, elle est négative, alors que dans d'autres pays anglo-saxons, c'est positif. Quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un qui a essayé. Et quelqu'un qui essaye, c'est quelqu'un qui est méritant. Et c'est quelqu'un qui gagne de l'expérience et qui ne refera pas les mêmes erreurs. Donc, aux États-Unis, quand on échoue, on vous dit bravo. Au Maroc, quand on échoue, on te dit tu es nul. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer parce que c'est ce qui bride la jeunesse, c'est ce qui bride l'esprit d'entreprise et c'est ce qui brise des générations parce que en train de chercher du boulot qui des fois n'existe pas ou en train d'entreprendre des études qui ne déboucheront pas sur des métiers comme la littérature anglaise ou bien, enfin, je veux dire, il y a pas mal d'étudiants qui sont dans des études qui sont très intéressantes, mais qui sont pas en adéquation avec la réalité du marché. Et donc ça, c'est un problème. Donc d'un côté, il n'y a pas assez de jobs vacants, et d'un autre côté, il n'y a pas assez d'esprit d'entreprise. Donc du coup, ça fait des générations de jeunes qui se retrouvent diplômés chômeurs, alors que à la base, ils ont les compétences. Ils ont les capacités, ils ont le potentiel, mais ils ne regardent pas plus loin, ils n'essayent pas, ils n'osent pas. Et ça, on ne peut pas leur jeter la pierre. On n'est pas dans une culture qui encourage l'entrepreneuriat. On n'est pas encadré, on n'est pas aidé, on n'est pas subventionné. Il n'y a pas de tutoring, de mentoring, pas assez. Aujourd'hui, c'est fais tes études, cherche un boulot, voilà. Mais ça marche pas comme ça. Et on regarde les pays qui réussissent le mieux sont des pays où les jeunes créent leur propre métier, leur propre emploi. Et c'est un luxe parce que, d'accord, c'est beaucoup de risques, mais c'est aussi un luxe de créer son propre emploi parce que on ne dépend que de nous-mêmes. On récolte les lauriers et les graines qu'on aura semées, des fruits. Donc c'est très valorisant aussi. Mais ça suppose que avant ça, il faut prendre le risque de sortir de sa zone de confort. Voilà. Donc, est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque? Je pense majoritairement pas encore au Maroc, mais j'espère que ça va changer. Oui, vraiment, on espère aussi. Du coup, madame, en fait, pour revenir juste au point que vous aviez dit qu'à un moment donné, vous avez dû choisir entre justement la sécurité ou pouvoir faire ce qui vous passionnait réellement. Est-ce que déjà, après la réussite de Chroniques de Chine, ça vous a aidé justement de faire ce choix de vous consacrer complètement au journalisme ou est-ce que votre choix a été fait bien avant la publication de l'ouvrage? Non, tout ça s'est fait un petit peu en même temps. Tout ça s'est fait un petit peu en même temps. Moi, quand Chroniques de Chine a été publié, j'étais encore salariée. Je travaillais dans les relations internationales. Mais en même temps que Chroniques de Chine est sorti, je collaborais avec Femmes du Maroc. Les médias parlaient de moi. Je gagnais des prix, plusieurs prix. Donc, en fait, c'est l'ensemble de tout ça qui m'a donné la confiance suffisante pour me dire, OK, je pense que je peux y aller. Parce que aussi, il ne faut pas se confondre. Il ne s'agit pas d'aller n'importe où, n'importe quand. C'est vrai. Et de tleh bla maillot non plus. C'est pas ça. Il faut aussi quand même, malgré tout, être honnête intellectuellement et prendre les bonnes décisions qui ne sont pas des décisions capricieuses. Moi, je veux être une star de la télé-réalité, ou bien moi, je veux devenir chanteur, ou bien moi, je veux... Enfin, il faut faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est fantasmé.
ce qui est fantasmé ne débouchera pas sur quelque chose de réel. Ce qui est réel peut déboucher sur quelque chose de réel si on s'en donne les moyens. Donc, mais ça, c'est un travail qui est très difficile parce que ça veut dire faire une recherche intérieure, ça veut dire se poser des questions, se poser des bonnes questions, écouter les réponses, même quand elles ne plaisent pas. Ça demande un travail vraiment qui parfois est difficile parce qu'il faut être honnête avec soi-même et en tirer les bonnes conclusions. Et quelquefois, on se trompe. Donc ça, je pense, ça peut prendre du temps. Quelquefois, ça prend une vie. L'idéal, c'est de prendre ce temps pour soi et faire cette réflexion, se poser des questions. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes forces? Se poser ces questions-là et essayer de voir vers quel projet ça débouche. On n'est pas tous bons dans tous les domaines. Je veux dire, on peut être un très bon leader, un très bon manager, un très mauvais exécutant. On peut être un très bon exécutant, un très mauvais manager, un très mauvais leader. Il n'y a pas de bons ou de mauvais skills. Mais l'important, c'est d'essayer vraiment de savoir quels sont tes vrais skills et qu'est-ce que tu peux en faire. Du coup, madame, vous, en parallèle avec vos écrits, comme vous avez dit, vous faisiez en même temps, enfin, vous faites encore de la photographie. Vous avez dit justement que vous avez commencé par le street art en disant que, comme quoi vous avez exposé un peu vos photos dans la rue, et que par la suite, vous avez pu exposer vos photos dans pas mal de galeries, dont l'une que c'était la galerie 127, c'était à l'époque une galerie très importante, une fierté pour vous. Déjà, madame, moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez appris cet art photographique qui est si apaisant pour vous. C'est limite un moment de méditation. Est-ce que c'était l'auto-formation? Est-ce que vous avez eu un accompagnement de... Non, je n'ai suivi aucune formation. Encore une fois, c'est avec le cœur que j'ai appris pas mal de choses. Même la réalisation, j'ai pas fait d'école de réalisation ni de audiovisuel. J'ai appris sur la route, sur le terrain en fait, autodidacte. Et la photographie, j'ai appris ça parce que j'avais envie de raconter, j'avais envie de témoigner, j'avais envie de photographier ces gens que je rencontrais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à photographier. Maintenant, moi, je suis photographe, je suis plus une photojournaliste, photoreporter, portraitiste, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Je suis pas une technicienne de la photographie qui va te dire attention, il faut telle focale avec telle lumière, avec tel flou, avec tel truc. Et ça, c'est encore une autre forme de photographe et de photographie que je respecte beaucoup et qui est beaucoup plus technique. Moi, je suis plus une photographe artistique qui cherche à raconter des choses, des émotions, des rencontres, à raconter des choses à travers la photographie. Donc, je vais plus m'intéresser à la composition, aux couleurs, au flou, à l'histoire que raconte cette photo. Et je n'ai pas deux objectifs, j'en ai un. Je n'ai pas de lumière artificielle, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de maquillage, il n'y a rien de tout ça. Moi, la photographie est un outil pour moi. Voilà. Maintenant, je travaille sur des séries qui sont vraiment plus artistiques parce que esthétiques, parce que j'aime ça. Je prends, je sais pas combien, encore aujourd'hui, je sais pas combien de photos je prends par jour. Je trouve ça super. Mais voilà, j'ai appris ça sur la route. J'ai appris ça, voilà, à 15 ans, j'ai commencé à prendre des photographies. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Donc, il y a 25 ans derrière moi de chemin et qui fait qu'on apprend et on continue à apprendre toujours. Pareil pour l'écriture, j'ai toujours écrit, mais l'écriture évolue, on change de style. Si on restait toujours les mêmes, ça serait, il y a un problème quelque part. Je veux dire, je ne suis pas la même à 18 ans qu'à 40 ans. C'est pas possible parce qu'il y a un vécu derrière, il y a un apprentissage, il y a une expérience, il y a des envies qui ne sont pas les mêmes et des engagements qui ne sont pas les mêmes non plus. Donc la photographie, j'ai appris sur le terrain. La réalisation, la vidéo, j'ai appris ça sur le terrain. J'ai tout appris sur le terrain. Moi, j'ai un parcours, comme vous le disiez au début, académique, plus classique, mais que j'utilise parce que ça me sert beaucoup aujourd'hui dans ma vie. Quand j'écris un article, quand je fais un reportage, quand j'interviewe des chefs d'État, je suis contente d'avoir eu un parcours académique qui m'a forcé, qui m'a
tiré vers le haut, qui m'a donné envie de lire, d'apprendre, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. Si j'avais eu une formation artistique, je pense que ça aurait été plus difficile d'interviewer des chefs d'État ou de faire des sujets sur des sujets sensibles ou des sujets politiques ou culturels ou religieux ou économiques. Donc, je m'en sers aujourd'hui. Une partie de mes activités professionnelles aujourd'hui, c'est d'animer des événements internationaux. Donc aux Nations Unies ou à Hub Africa de Casablanca, Day One à Monaco ou à New York. Et ça aussi, pour moi, c'est super parce que c'est un mélange entre le journalisme, la présentation et l'engagement aussi. Pour moi, c'est très important de continuer à exprimer mon engagement, que ce soit à travers la photographie, l'écriture, les conférences ou l'animation des... Un bon exemple de détermination, madame. En fait, justement, enfin, l'âge de 15 ans, ce qui me paraît, c'est un âge porte-bonheur pour vous. Et c'était l'âge où vous avez appris la photographie, comme vous aviez dit. Mais aussi, c'était le premier âge, enfin, l'âge où vous avez fait votre premier voyage seul. Comment c'était cette première expérience? Et déjà, je sais que cette question vous est posée pas mal de fois, mais parce que c'est... comment est-ce que vous avez pu convaincre justement vos parents de voyager à cet âge jeune, sachant que je ne généralise pas, mais pour avoir la permission si facile d'une famille marocaine, je pense que c'est tout un processus. Non, c'est sûr. C'est pour ça que franchement, souvent j'y pense. Je me dis vraiment, mes parents, bravo, hein, bravo. Moi, aujourd'hui, je suis maman. Et j'espère que ma fille me dira pas, je veux partir à l'autre bout du monde à 15 ans, parce que je sais pas si je la laisserai, ce qui serait un comble. Alors je lui dirais oui, le monde a changé, tu sais, c'était moins dangereux avant. Je pense que je lui dirais des choses comme ça. Non, mais c'est vrai, je leur tire mon chapeau parce qu'il a fallu prendre sur eux, parce que bien sûr, ils étaient inquiets de me savoir partir toute seule. Surtout qu'ils savaient que ma manière de voyager, c'était pas dans des groupes, dans des hôtels confortables, mais c'était toujours l'aventure avec mon sac à dos. Je savais pas où j'allais dormir, je savais pas ce que j'allais manger, je savais même pas où j'allais aller. Je dormais vraiment low budget, donc dans des dortoirs, je mangeais des choses dans la rue. Je prenais des bus ou des cars de nuit. Donc j'ai vécu des choses vraiment. Je me suis retrouvée avec des narcotrafiquants dans les hauteurs boliviennes. J'ai fait de l'autostop dans la jungle thaïlandaise. J'ai passé 2 semaines avec un Mongol à cheval dans les steppes mongoles. Enfin, j'ai vécu des choses vraiment dangereuses quoi aujourd'hui quand on y pense a posteriori, et j'ai pas vraiment eu besoin de les convaincre parce que j'ai grandi dans une famille eux-mêmes de voyageurs, donc ils ont voyagé eux-mêmes, ils savent ce que c'est. Mon père a été chef scout, il a voyagé, il a fait le tour du Maroc à 17 ans avec 50 dirhams en poche, donc en mode super galère. Ma mère, elle a eu la chance de pouvoir faire un tour du monde avec sa mère et ses sœurs. Donc, j'ai quand même grandi dans cette famille privilégiée. Et quand je dis privilégiée, c'est pas forcément financièrement, c'est culturellement, mentalement, ouverture d'esprit. Et j'ai grandi dans une famille où on n'a jamais fait la différence entre un homme et une femme, où mon père m'a toujours dit que j'étais capable aussi bien qu'un homme, et il n'a jamais fait la différence entre mon frère et moi. Donc si mon frère est libre, ma fille est libre aussi. Après, il avait conscience qu'on vit dans un monde où les femmes ne sont pas aussi libres que les hommes à cause de l'environnement. Et donc il avait conscience que j'étais exposée à plus de dangers, à plus de risques, à plus d'obstacles que ne pouvait l'être mon frère ou les hommes en règle générale. Mais ils avaient conscience que c'était une envie très forte, que c'était un apprentissage magnifique et une très belle école. Et si finalement j'ai fait du voyage mon métier, c'est en grande partie grâce à eux qui ne m'ont jamais interdit de le faire. Donc ça aussi, c'est un message que j'adresse souvent aux parents. Rendez-vous compte de l'impact que vous avez sur vos enfants. Ne les bridez pas, ne les freinez pas, ne les obligez pas à faire ce que vous voulez qu'ils fassent, ce que vous voulez qu'ils fassent, mais essayez de les encourager à faire ce que eux veulent faire. Parce qu'on est tous différents, on est tous indépendants et on n'est pas que le reflet de nos propres parents. Et aujourd'hui, dans nos sociétés arabes, maghrébines, musulmanes, pas que, mais beaucoup aussi dans nos sociétés à nous,
voilà, les parents ont cette emprise sur les enfants, même adultes, ils demandent encore l'autorisation de leurs parents pour faire des choses. C'est culturel. On ne va pas tout révolutionner. On ne va pas non plus jeter la pierre à ça parce que ça a de très bons côtés. Et les pays qui ont perdu ça, les pays nordiques qui ont perdu ça, quelque part, voient dans nos sociétés quelque chose d'attendrissant et de très beau. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout changer. Il y a de très belles choses à garder dans ce rapport familial qu'on a dans nos pays et au Maroc, mais il y a aussi certaines choses à changer. Et par exemple, je pense que c'est important qu'on s'émancipe, que les jeunes s'émancipent du joug parental, que les femmes s'émancipent du joug masculin pour se sentir libre d'exercer son libre arbitre. C'est important, surtout qu'on a des lois, on a une constitution, on a une moudouana, on a plein de choses qui sont là, même une impulsion royale. On a plein de choses qui sont là pour nous encourager à aller de l'avant et à nous libérer. Et malgré tout, notre société, les mentalités font que malgré tout, même si on sait qu'on a le droit, bon, ben quand même Chouma, ou là quand même Baba Gallia, ou là quand même Rajlima Brèche, ou là quand même Khoya Kalia, ou là quand même même le voisin, des fois, il a son mot à dire dans notre propre vie et on ne sait pas pourquoi. Donc ça fait partie de ce qui doit changer. Et donc, un des messages aussi que j'adresse aux jeunes femmes, souvent je dis, bon, notre famille, on ne peut pas la choisir, notre pays, on ne peut pas le choisir. Par contre, il y a une chose qu'on peut choisir. C'est notre mari. On peut choisir notre mari. Ou ne pas se marier. Je veux dire, le mariage n'est pas un but ultime dans la vie. Mais on peut choisir son mari. Et on peut aussi choisir d'être seul plutôt que mal accompagné. Parce que le mari, c'est un partenaire de vie. Pour toute la vie. Donc, soit il va vous pousser vers le haut, soit il va vous tirer vers le bas. À vous de voir. Est-ce que vous voulez dans votre vie être tiré vers le bas ou est-ce que vous voulez dans votre vie être poussé vers le haut? À vous de voir. Et souvent, moi, je reçois beaucoup de témoignages de jeunes femmes qui me disent je voudrais faire ça, mais je peux pas, je suis pas libre, mon mari, les responsabilités, la famille, les enfants, le machin, ça se fait pas, etc. Et je trouve ça dommage. Et je reçois beaucoup de témoignages. Et c'est pour ça que je me réveille tous les matins avec la force de vouloir continuer et toujours cette détermination. Beaucoup de témoignages, notamment de jeunes femmes qui me disent merci Leïla, tu as changé ma vie. Tu m'as donné le courage de croire en mes projets. Tu m'as montré l'exemple. Tu m'as montré que c'était possible, qu'on pouvait être une femme arabe, maghrébine, musulmane, africaine, mère, épouse et continuer à avoir des rêves, continuer à avoir des projets, continuer à voyager, continuer à travailler, continuer à exercer son libre arbitre et à être libre en règle générale. Et moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'importe le plus. C'est inspirer, montrer que c'est possible. Chacun a sa manière, chacun ses projets, chacun ses rêves, chacun ses désirs d'entreprise, mais montrer que c'est possible. C'est pas facile, je dis pas c'est facile. Ça réussit pas toujours. Je dis pas quoi que tu essayes, ça va marcher, parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, que c'est possible d'essayer. Déjà, si on essaye, c'est un premier pas de franchi qui est sans doute le pas le plus important de notre vie. Du coup, madame, oui, exactement. Le premier pas, généralement, il fait peur, raison pour laquelle nous avons besoin de voir des exemples concrets devant nos yeux pour nous motiver, nous inciter à faire pareil. Du coup, madame, si je vous pose la question pour vous, quel est le secret pour justement entreprendre le chemin souhaité et pour avoir ce courage déjà pour avoir pour se dire qu'il faudrait justement oser et faire. Vous avez fait quelque chose qui était inédit à cette époque-là. Déjà, c'était une première à la télé marocaine, je crois, et c'était un contenu totalement différent. Du coup, ça a été vraiment très impressionnant. Du coup, pour vous, quel était le secret justement de ce premier pas? Alors, il n'y a pas de formule miracle, mais déjà, la première question, c'est connais-toi toi-même. Vraiment, je pense la première étape, c'est connais-toi toi-même. Moi, j'ai fait ces introspections dans ces longs voyages que j'ai fait en 2003, en 2004, où j'ai voyagé toute seule pendant des mois, et ça m'a permis de me poser plein de questions, de me remettre en question. Donc, première étape, remettez-vous en question, posez-vous des questions. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que pouvez-vous faire? Que devez-vous faire? Que devez-vous faire? Ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième étape pour moi, c'est vraiment de faire ce premier pas et de ne pas attendre que
toutes les étoiles soient alignées. Le bon moment, le bon interlocuteur, le bon associé, le bon financement, le bon business plan, le bon machin, le bon machin. Parce que ce moment-là n'existe pas. Donc, faire le premier pas. Pour moi, c'est vraiment ça qui est décisif. Une fois que tu sais ce que tu veux, go for it. Fais ce premier pas parce que il y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est avance sur ta route car elle n'existe que par ta marche. C'est Saint-Augustin. Avance sur ta route car elle n'existe que par ta marche. C'est en marchant que les choses commencent à se faire. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Et moi, je me rends compte hein, dans mes projets, parce que je travaille sur pas mal de projets, je me rends compte. Des fois, j'ai des projets, ils restent pendant 5 ans dans ma tête. Je cherche à les peaufiner. Attends, non, ça va être, c'est pas encore parfait. Non, 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 non. Finalement, je fais rien. Ça reste dans un tiroir. Et les autres projets, je me dis, bon, voilà, je sais l'idée générale, je sais que ça peut marcher comme ça, comme ça, comme ça. Je commence. Et en commençant, on concrétise. Et en concrétisant, ça commence à se réaliser. Donc, vraiment, pour moi, le secret, il est là. N'attendez pas le moment parfait. Commencez. Juste get it started. Parce que c'est quand on commence que les choses commencent à se mettre en place. Vraiment. Et aussi, plus tu travailles, plus tu deviens chanceux. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. The more you work, the luckier you get. Vraiment, parce que, justement, plus tu travailles, plus on s'expose aux rencontres, aux idées, aux projets. Et donc, nous, on appelle ça la chance. Ah, la chance, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, la chance, il a entendu parler de moi. Ah oui, mais c'est pas de la chance. C'est le travail qui a provoqué ces chances-là et ces rencontres-là. Donc, si je devais avoir un secret, c'est pose-toi des questions, remets-toi en question et travaille dur et commence. N'attends pas. Juste commence. Même si ça marche pas, ça te permettra de mieux travailler demain. C'est vrai, madame, vous avez totalement raison. Du coup, en fait, madame, vous êtes une citoyenne du monde. On vous surnomme l'héritière de Mahatma, avec qui vous partagez plus qu'un patronyme. C'est tout un état d'esprit libre et zen. Ibn Battuta encore, ou l'ambassadrice du voyage. Déjà, madame, quand vous entendez ces désignations, est-ce que c'est une fierté pour vous? Qu'évoque pour vous ces surnoms? Ça vous fait plaisir justement de voir comment est-ce que les gens vous voient et vous désignent? Bien sûr, c'est que des beaux compliments, c'est magnifique. Ben Battuta, je trouve ça, c'est magnifique. On dit que je suis la première Marocaine à avoir fait le tour du monde en solitaire. Encore une fois, quand tu le fais pas pour ça, tu le fais pas en le pensant. Juste, tu le fais. Et puis après, il y a des articles dans les journaux qui disent ah, Leila Rendi, la première femme marocaine à avoir fait le tour du monde. Et tu te dis ah bon, enfin, je sais pas. Et les choses se font comme ça. Et oui, Mahatma Rendi, bon, là, je suis pour rien de porter ce nom. J'ai une chance incroyable de porter ce nom qui est magnifique, symbole de paix. De pacifisme, et quand on me dit que je porte bien mon nom, c'est un très très beau compliment aussi. Ça, j'en suis très fière, bien sûr, j'en suis très fière de tout ça, j'en suis fière des prix que je reçois, j'en suis fière. Et encore une fois, je le dis souvent et je le pense sincèrement, ma plus grande fierté, c'est les messages que je reçois chaque jour. Et d'ailleurs, de temps en temps, j'en partage quelques-uns sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, vous qui nous suivez, je vous invite vraiment à me rejoindre sur Twitter ou Instagram ou YouTube, parce que je partage des choses sur ces plateformes-là. Et moi, ma plus grande fierté, c'est réellement, sincèrement, ces témoignages que je reçois. C'est quand on me dit, tu es une inspiration, quand on me dit, je te suis depuis que je suis enfant, maintenant j'ai 20 ans, et c'est grâce à toi que j'ai fait des études de je sais pas quoi, ou bien c'est grâce à toi que j'ai décidé de voyager, ou bien c'est grâce à toi que j'ai décidé de monter mon entreprise, ou bien c'est grâce à toi que j'ai décidé de me marier avec Flaine et pas avec Flaine. Ça a eu un impact sur ma vie. Moi, c'est ça ma plus grande fierté, c'est de me dire que j'ai pu avoir un impact positif sur la vie des gens qui me suivent. Et c'est pour ça que je continue à le faire. C'est pour ça que je veux développer mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je fais un appel sur ce live. Si vous voulez, si vous pouvez, aidez-moi à développer mon audience, à développer mes réseaux sociaux, parce que plus grande sera ma communauté et plus grand sera l'impact que je pourrai avoir. Donc, taguer. Aujourd'hui, j'ai une petite communauté sur Instagram parce que je n'étais pas active sur Instagram avant. On est, je crois, 38 000 ou 39 000. Sur Twitter, il y a 440 000, je crois, personnes. Bref, inscrivez-vous à mes plateformes parce que c'est ce qui me permettra de continuer à travailler cette fois. Malheureusement, madame, le nombre d'abonnés ici
en tout cas au Maroc, il est plus dédié aux personnes avec un contenu divertissant mais pas du tout constructif, plutôt que des personnes qui ont du poids. C'est malheureux, mais il y a vraiment des choses à reconstruire. Moi, quand je vois certains comptes où je vois 3 millions de personnes ou je sais pas combien, et je regarde le contenu, c'est juste une photo par jour de la nana en maillot. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres choses? Non, non, c'est juste la nana en maillot. Alors, elle est très belle, les maillots sont très beaux, là n'est pas la question, c'est agréable à voir, ok? Mais je me dis, purée, s'il faut, enfin, c'est quand même triste. Des fois, je poste des contenus, je poste des liens sur des conférences hyper intéressantes, ça n'intéresse personne. Et je me dis, c'est triste. C'est triste. Je ne veux pas que notre société soit ça demain. Je veux qu'il y ait toujours des filles en maillot parce que c'est utile, c'est bien, il faut. Je veux qu'il y ait des filles qui fassent des tutos de make-up, c'est utile, c'est bien, des tutos de cuisine, c'est bien, tout ça c'est bien. Mais je veux aussi qu'on puisse valoriser les choses un peu plus intellectuelles. Enfin, sinon, on va vers une société d'idiocratie, on va vers une société juste de divertissement, juste de télé-réalité, juste de... Enfin, et ça serait terrible pour l'avenir de l'humanité si on allait que vers ça. Franchement, ça serait terrible pour l'avenir de l'humanité et je pèse mes mots. C'est vrai, madame, vous avez totalement raison. Du coup, madame, en fait, lors de vos voyages, ce qu'on remarque et ce qu'on adore, c'est que vous ne manquez aucune occasion de promouvoir les belles traditions marocaines, de faire connaître le Maroc dans presque tous les continents où vous avez fait vos voyages. Et aussi, dans des interviews, vous avez parlé des clichés que vous avez dû faire face sur le Maroc. Du coup, est-ce qu'à un moment donné, ça a commencé à vraiment vous embêter? De dire pourquoi le Maroc n'est pas un autre pays? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des personnes qui croient qu'on marche sur des terres désertes avec, je ne sais pas, quand on se déplace par des dromadaires? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de clichés sur le Maroc? Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a vraiment embêté? Ah mais beaucoup, hein. Au tout début, j'ai été choquée de voir que soit on connaissait pas, bon ça remonte à longtemps, hein, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, bon, mais soit on connaissait pas le Maroc, soit on me dit oui je connais le Maroc, c'est une marque d'orange, soit on me dit ah oui le Maroc, Grace Kelly, parce que Morocco, Monaco, souvent les gens confondent vraiment tout le temps même, soit on me disait mais Maroc, mais comment ça se fait que tu parles français, ou alors ah bon le Maroc, mais c'est un pays musulman, comment ça se fait que t'es pas voilé, ou alors, enfin beaucoup de choses comme ça qui étaient des idées reçues. Et c'est vrai que du coup, spontanément et sincèrement, je me suis sentie l'âme d'une ambassadrice du cœur, enfin une ambassadrice non officielle, on va dire, parce que je me suis dit, ok, je suis en permanence confrontée à des gens, des nationalités, des pays, des populations qui ne connaissent pas ou qui méconnaissent, et donc je vais, à ma modeste échelle, contribuer à montrer une autre image du Maroc. Et c'est pour ça que j'ai commencé à voyager avec toujours un t-shirt avec le drapeau du Maroc pour favoriser l'échange et qu'on me pose la question, hein, marocaine, oui, oui, et donc commencer à parler du Maroc. Et c'est devenu une petite mission personnelle que de donner à voir une autre image du Maroc. Et donc je voyageais avec des photos du Maroc, j'avais toujours mon chèche blanc, toujours mon chèche blanc autour du cou, que je donnais souvent aux gens que je rencontrais, et aussi tout simplement même par rapport au statut de la femme, leur dire bah non, moi je suis marocaine, voilà. Et donc les gens étaient surpris de me voir en débardeur ou quoi, et pour moi c'était important. Alors j'ai conscience que je ne représente pas la majorité des Marocaines. Je le sais, je ne suis pas idiote et je le vois, mais le Maroc est un pays pluriel avec différentes femmes, différentes façons de vivre, différentes façons d'exprimer sa liberté, différentes façons d'exprimer sa féminité. Et moi, je suis une des représentantes de la diversité culturelle du Maroc. Et je suis autant marocaine que n'importe quelle autre marocaine qui va être différente de moi. Parce que certaines personnes me disent oui, mais toi tu représentes pas la femme marocaine. Les conservateurs me disent ça. Je ne représente pas la femme marocaine, mais je représente un type de femme marocaine. Je suis moi-même marocaine et d'autres femmes se retrouvent en moi. Je représente aussi une partie de la population marocaine. Donc pour moi, c'était important par rapport aux clichés sur le Maroc en général et par rapport aussi à l'image de la femme marocaine qu'on peut avoir, qui est mauvaise. Souvent, par exemple, au Middle East, la femme marocaine, c'est souvent des prostituées, des filles voilà, qui font tout pour gagner de l'argent.
dans d'autres pays, c'est la femme soumise qui n'a le droit de rien. Donc, il y a eu beaucoup d'images comme ça. Et pour moi, c'était important, pas de rétablir la vérité, parce qu'il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs, mais en tout cas de donner à voir une autre image de la femme marocaine, libre, émancipée, libérée, qui s'assume. C'est vrai. Du coup, en fait, madame, vous avez un chemin très long, riche en expérience, en réussite. Vous avez justement eu beaucoup de récompenses lourdes en poids, vous nommant femme d'excellence ou le symbole de la réussite féminine. Mais j'ai dû imaginer, comme vous l'avez bien dit, votre chemin n'était pas aussi facile et accessible. Vous avez dû affronter beaucoup d'obstacles. Justement, madame, quels sont les obstacles que vous avez dû affronter pour être Leïla Rendi d'aujourd'hui? Mais il y en a eu beaucoup. Franchement, la liste serait très longue et ça mériterait un autre live. Les échecs, les obstacles, les difficultés de Leïla. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Derrière chaque joie et réussite, il y a une montagne d'obstacles, d'échecs, de larmes, de sueur, de gifles, de bleus, de bosses, franchement. Alors c'est vrai, on voit pas trop ça, mais derrière toute chose, vraiment. Déjà, lorsque j'ai fait le choix de me lancer dans cette voie, il a fallu que je me batte contre tout le monde, il a fallu que je me batte contre moi-même. Il a fallu que j'ai une triple dose de courage parce que tout le monde a voulu me convaincre de rester dans mon métier et de ne faire ça que le week-end ou pendant les vacances. Tout le monde, y compris ceux qui m'aiment le plus, parce que justement, ils voulaient me protéger, ils avaient peur pour moi, ils avaient peur que ça marche pas, ils avaient peur que je réussisse pas dans cette voie-là. Donc là, ça a été une grande difficulté d'être seule. À un moment, j'étais seule. Ça aussi, il faut pas avoir peur d'être seul. Il y a des moments où on est seul, c'est comme ça, il faut avancer. Ça a été une très grande difficulté. En fait, il y a plein de difficultés différentes. Il y a des difficultés psychologiques, il y a des difficultés financières, il y a des difficultés physiques. Plusieurs fois, j'ai cru que j'allais mourir pendant mes voyages, mais littéralement mourir. Pas parce que parce que des fois, je me suis retrouvée dans des situations très compliquées où, quand je fais l'ascension au camp de base de l'Everest, enfin, je suis pas une alpiniste ni rien du tout, j'étais pas préparée, c'était en 2004, j'ai cru que j'allais mourir. Lorsque j'ai fait l'ascension du Kilimandjaro, je l'ai fait rapidement en 5 jours parce que c'était pour un tournage, j'ai eu le mal des montagnes, j'ai cru que j'allais mourir, j'avais un taux d'oxygène dans le sang qui était grave et dangereux. J'ai commencé à divaguer, à délirer, j'arrivais plus à respirer, j'ai cru que j'allais mourir. Lorsque je me suis retrouvée avec les narcotrafiquants et qu'il y a les militaires qui entrent avec leurs mitraillettes, je vais mourir là, maintenant. Donc il y a plein d'obstacles et de difficultés différentes. Je veux faire un projet, je travaille dessus pendant 2 ans et finalement ça ne se fait pas. C'est comme si tout ce temps de travail était jeté par la fenêtre. C'est des gros échecs. Lorsque j'ai voulu faire une saison 3 de Voyage avec Leïla Rendi et que Deuxième m'a dit non, on va s'arrêter parce que je pense qu'on a fait le tour du monde déjà, ça a été un échec. J'étais hyper triste parce que moi je voulais que ça continue et les téléspectateurs voulaient que ça continue. Mais ils ont décidé qu'ils avaient envie de passer à autre chose. Ça aussi, ça a été très difficile. En plus, moi j'avais fait une pause parce que j'accouchais de mon deuxième enfant, donc j'ai fait une pause. Ils n'ont pas voulu reconduire, ça a été un échec. Ensuite, j'ai été sur France 2, mais avant d'être sur France 2, j'ai participé à plein de castings de producteurs qui me contactent, qui me disent vous êtes super, venez on fait tel casting, venez on fait une audition, venez on fait ci, et ça n'a pas marché. Plein de fois, ça n'a pas marché. Sur France 2, ça a marché. Après, France 2 a voulu arrêter. Là aussi, tout ça, c'est des mini-échecs. Quand on arrête les choses soi-même, bon, c'est un choix. Mais quand on vous dit non, finalement, on va arrêter, bah, c'est un échec. On pourrait le vivre comme un rejet. On pourrait perdre confiance en soi. On pourrait dire ah, c'est pas fait pour moi, c'est trop instable. Parce que c'est instable et c'est très précaire. Le monde de la télévision, c'est aussi un jour c'est toi, un jour c'est l'autre. C'est vraiment, c'est le mercato. Enfin, ils appellent ça le mercato, c'est-à-dire en juin, voilà. Et moi, j'ai été confrontée plein de fois à cette difficulté où j'avais des producteurs qui me contactaient, des plus grandes chaînes, des plus grandes boîtes de production qui me contactaient parce qu'ils avaient entendu parler de moi ou parce qu'ils avaient vu mon travail. Et ils me disent, vous êtes formidable, on veut vous voir à la télévision française, etc. Et après,
quand tu arrives à la dernière étape, ils te disent ouais, mais finalement, vous n'êtes pas encore assez connu du grand public en France, et ils sont partis avec avec des têtes connues qu'on a déjà vues, etc. Donc eux-mêmes ne veulent pas prendre du risque. Et donc ça aussi, c'est des difficultés parce qu'on se rend compte que l'expérience ne suffit pas, le talent ne suffit pas parce que eux te disent tu as le talent. Tout ça ne suffit pas. À un moment, il faut qu'il y ait plein d'étoiles qui soient alignées. Il faut que ce soit voilà. Et il y a aussi un facteur chance. Et quand on est passionné, qu'on a 15 ans d'expérience derrière, quand on te dit il y a le facteur chance ou bien il y a le facteur les autres ne veulent pas prendre de risques, c'est difficile à accepter parce que on le vit un peu comme une injustice. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vraiment essayer de me concentrer davantage sur mes réseaux sociaux et sur mon audience, parce qu'à un moment, je me dis, attends, il y a des émissions en France ou au Maroc qui sont suivies par moins de personnes que du contenu que tu peux faire et diffuser sur tes réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Il y a des émissions qui sont suivies par 300 000 personnes. Bon, bah, il y a des contenus qui peuvent être suivis par 500 000 personnes. Donc, à un moment, il faut aussi se décomplexer par rapport à ça et assumer la réalité qui est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des médias à part entière. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais vers ça, même si je continue à accepter les propositions qui me sont faites lorsqu'elles sont intéressantes. Je dis pas non, mais j'essaye de m'émanciper un petit peu de ces aléas et de cette instabilité du monde audiovisuel traditionnel. En fait, madame, moi, la vérité, je connais pas trop le monde de la télévision, mais est-ce que, par exemple, quand vous aviez dit que 2M n'a pas voulu une 3e saison de Voyage avec Laila Randi, est-ce que ces 2M, etc., ne prennent pas en considération l'avis des téléspectateurs? Parce que c'est dommage que, en fait, les téléspectateurs veulent une émission et que ça s'arrête juste par coup de tête. Bah, c'est une très bonne question. On me l'a souvent posée. Et encore aujourd'hui, je reçois des messages tous les jours de gens qui me disent mais c'est dommage l'émission, est-ce que vous comptez pas la reprendre vraiment? Alors est-ce que 2M ne prend pas en compte l'avis des téléspectateurs? Je ne sais pas. Il faudrait demander à 2M et il faudrait se poser la question, est-ce que les téléspectateurs communiquent aussi leur envie? Je ne sais pas, je ne crois pas. Hein. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes nombreux à contacter une chaîne pour dire je n'ai pas aimé ce programme ou bien j'ai aimé ce programme ou bien il faut arrêter ce programme, il est vraiment nul ou bien pourquoi vous avez arrêté ce programme, il nous manque. Est-ce que toi tu l'as fait? Ah non, personnellement non. Voilà. C'est vrai qu'on a plus tendance à zapper les programmes qu'on n'aime pas plutôt que justement de recommander quelque chose qui nous aime et inciter. Non, je pense que c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité, surtout sur des chaînes publiques. C'est notre responsabilité de nous exprimer pour le bon et pour le mauvais. De dire les choses qui déplaisent, de dire les choses qui plaisent. Et c'est comme ça qu'on peut avancer aussi. Et c'est en règle générale dans la vie, dans plein de choses. À un moment, il faut avoir le courage de ses opinions, il faut s'exprimer, il faut dire les choses. Il ne faut pas attendre que tout vienne. Ou alors, si ça vient et que ça ne nous plaît pas, il ne faut pas être surpris. Parce que à quel moment est-ce que toi, tu t'es exprimé pour dire ce qui te plaît ou ce qui ne te plaît pas? À quel moment est-ce que toi, tu as pris le risque d'exprimer ton opinion? Si la réponse est jamais, alors ne te plains pas de ne pas avoir ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Du coup, en fait, madame, outre votre personnalité, vous étiez remarquée par votre style vestimentaire aussi, un peu bohème, etc. Et le chèche blanc, comme vous disiez. Ouais. Oui, justement, madame, par le port de ce chèche, est-ce que vous voulez transmettre un message de paix, etc. Parce qu'il était blanc, du coup, blanc, forcément, symbole de plusieurs choses, ou c'était juste parce que vous lui accordez une valeur affective? Alors, en fait, à la base, c'était un accessoire de voyage à moi. J'ai toujours voyagé avec parce que je me suis toujours rendu compte que c'était très utile. C'est-à-dire que des fois, quand je vais dans une église ou dans une mosquée ou dans une synagogue, ou je sais pas, je me le mets sur la tête en signe de respect. Donc ça me sert de voile en fait. Donc ça me sert de voile. Ça me sert de ceinture. Ça me sert d'écharpe. Ça me sert de paréo. Ça me sert de jupe, ça me sert de choses pour me couvrir les épaules. Ça m'a servi de sac aussi, des fois. Je le mets au milieu, hop, 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 j'enroule et je le prends en sac. Donc, c'est devenu un accessoire très utile. Était utile, vraiment. Et comme je voyageais avec,
un jour, j'avais envie d'offrir quelque chose à quelqu'un. Et j'avais ça, je me suis dit, tiens, je te le donne en signe d'amitié, de paix, pour te remercier. Et c'est devenu quelque chose de récurrent, c'est devenu quelque chose que j'ai fait. Et j'ai été très marquée lorsque j'étais au Népal, ou chez les bouddhistes en règle générale, de me rendre compte que c'est quelque chose qu'ils faisaient eux-mêmes. Avec des petites écharpes, ils les donnaient en signe de paix, d'amitié. Et de bonne chance. Et donc, je me suis dit, c'est marrant, moi aussi, je le fais. Et donc, j'ai continué à le faire. Et c'est quelque chose, maintenant, c'est un peu devenu une de mes marques de fabrique. D'ailleurs, j'ai été contactée enfin, on m'a proposé d'en faire un produit, en fait, Leila Rendi, le chèche blanc de Leila Rendi. Et c'est quelque chose qui va peut-être se faire. Voilà. Donc, parce que symboliquement, c'était vraiment sympa. Du coup, je voyageais avec 20 chèches avec moi à chaque fois. Et du coup, même à Casablanca, quand j'étais dans la rue ou bien en conférence, on me disait, est-ce que tu peux me donner un chèche? Et je le donnais. Et donc, c'est quelque chose que je trouve sympathique et qui gagnerait voilà, à continuer à se faire. D'accord, c'est parfait. Du coup, en fait, madame, vous qui menez une quête pour la défense des droits de la femme et vous faites nombreuses conférences internationales ou nationales, est-ce que vous remarquez une évolution si vous tenez à comparer votre quête enfin, du début jusqu'à aujourd'hui 2021 et à quel moment vous vous êtes rendu compte de l'impact que vous avez justement sur la société? Je crois que l'impact c'était clairement, c'était la télévision. Parce que, quand on dit l'impact sur la société, après l'impact, on peut tous avoir de l'impact. Toi, tu peux avoir un impact dans ta famille, dans ta classe, dans ton école, dans ta ville, dans ton lycée. On peut tous avoir un impact, plus ou moins à grande échelle. Mais si on parle d'impact sur la société, clairement, c'est les médias grand public. C'est la télévision, c'est 2M. C'est quand j'étais sur 2M et que voilà, il y avait plus de 2 millions de personnes qui me regardaient. Même quand j'allais en Belgique, il y avait les Marocains du monde qui me regardaient à travers 2M Monde. Et je me suis rendu compte que non seulement les gens regardaient de 7 à 77 ans, mais que comme c'était sympa et que je me prenais pas au sérieux, ils me regardaient, ils me suivaient, ils écoutaient ce que je disais. Et donc du coup, ça avait de l'impact. Donc c'est vraiment, je pense que la clé, ça a été de me rendre compte de l'impact qu'a eu l'émission de voyage. Parce qu'avant, je me rendais compte de l'impact que j'avais, mais à petite échelle. Quand je faisais des conférences, quand je faisais des signatures de livres, quand je faisais des expositions, quand je faisais une émission radio. Après, on me disait, voilà, les auditeurs, voilà ce qu'ils ont dit, etc. Et donc, mais l'impact grande échelle, c'est vraiment la télévision grand public. Et c'est pour ça que je dis souvent que vraiment les médias, c'est vraiment un moyen puissant d'impact positif. Et c'est pour ça aujourd'hui en fait que j'en ai fait mon métier. Moi qui voulais faire de la politique, je fais de la politique autrement. C'est vrai. Du coup, madame, ça c'est sur le volet professionnel, ça a été vraiment très réussi. Sur le volet personnel, nous remarquons que sur vos réseaux sociaux, vous partagez un mode de vie sain entre repas équilibrés, activité physique, et ça non seulement vous, mais aussi vous encouragez vos enfants à adopter ce même mode de vie. Comment vous arrivez, madame, justement à être aussi disciplinée? Je ne suis absolument pas disciplinée et mon mari vous le dira. Non, j'essaye d'être disciplinée, mais j'ai vraiment un tempérament désorganisé en règle générale, un peu artistique et c'est vrai que quelquefois j'ai besoin d'être recadrée. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'on va finir là-dessus d'ailleurs puisque on arrive à la fin et c'est bien de finir sur quelque chose de personnel, mais c'est vrai que parmi mes engagements, on a parlé de inspirer la jeunesse, on a parlé de l'émancipation de la femme, mais il y a un autre sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la protection de l'environnement et la santé en règle générale, la santé pour soi. Et c'est vrai que après de nombreuses lectures, je me suis rendu compte de manière objective et scientifique, statistique à l'appui, que il y avait certains produits qu'on consommait beaucoup qui étaient très nocifs pour notre santé. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on consomme ces produits si ces produits sont des poisons pour nous?
Il y a des années, on fumait des cigarettes et on faisait des publicités pour la cigarette et on ne disait pas que la cigarette était mauvaise pour la santé. Aujourd'hui, tout le monde le sait. On continue quand même à en vendre, mais on n'a plus le droit de faire de la publicité et les gens savent que c'est dangereux pour la santé, pour les poumons, etc. Mais ce que les gens savent moins, c'est que il y va de même pour des produits de grande consommation, comme le sucre, comme le sel, comme la viande, comme les œufs. Et alors bon, je sais que ça va choquer certains parce que voilà, on nous a bassinés avec l'idée que si on voulait manger bien et manger équilibré et avoir des bonnes sources de protéines et grandir, il fallait boire du lait, manger la viande, etc. Mais la réalité, c'est pas ça. Alors juste sur le sel et le sucre, c'est très mauvais pour la santé et c'est du poison addictif aussi fort que la cocaïne. Ça joue avec nos cerveaux, ça nous envoie du bonheur à la tête et donc on veut en consommer. On veut consommer du chocolat très sucré, on veut le tartiner sur notre pain, c'est bon. Même moi, si j'en mange, tout de suite ça me monte à la tête, ça m'envoie de la dopamine, je suis heureuse. Bon, donc j'ai envie d'en remanger. Sauf que ça me tue. Donc après, c'est un choix philosophique et personnel. Est-ce que je préfère me faire plaisir avec quelque chose qui me tue ou est-ce que je préfère prendre soin de moi et de ma santé et éviter ces produits-là? Moi, j'ai fait le choix le choix éclairé, on va dire, de me dire de la même manière que je vais dire à mes enfants que la cigarette est mauvaise pour la santé, que je vais dire à mes enfants que la drogue, c'est vraiment très dangereux et c'est mauvais pour la santé, je leur dis le sucre, c'est dangereux et c'est mauvais pour la santé, le sel, c'est dangereux et c'est mauvais pour la santé, la viande, c'est dangereux et c'est mauvais pour la santé. C'est une conviction personnelle qui est née de lectures scientifiques et d'études statistiques qui ne sont pas malheureusement connues aujourd'hui suffisamment du grand public, tout simplement parce qu'il y a une culture ambiante très marquée, des habitudes très fortes et des lobbies très puissants qui font que on ne permet pas de rendre accessibles ces études-là, on ne les finance pas, au contraire, on finance des études qui vont vous dire le contraire. Et moi, je trouve ça grave, parce que c'est un sujet de santé publique. Et je trouve ça grave que nos responsables ne prennent pas ça en main sérieusement. Je dis pas allez imposer à tout le monde d'être végane, non, non, mais déjà juste faites des études indépendantes. Rien que ça, faites des études indépendantes qui ne soient pas financées par telle industrie ou telle industrie ou telle industrie. Faites des commissions indépendantes dans lesquelles ne siégeront pas le lobbyiste de telle industrie, le lobbyiste de telle industrie. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Même pour l'élaboration des menus dans les cantines, aujourd'hui, il va y avoir des représentants du lait, des représentants de la viande, des représentants de l'œuf, alors des lobbyistes en tout cas. Et moi, je trouve ça grave parce que c'est un problème de santé publique et il y va de la santé de nos enfants. Alors, je ne vais pas attendre que le grand public et que les politiques et que la société change, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Par contre, moi, je peux changer ça dans ma famille et dans ma cellule familiale et c'est ce que je fais. Donc, chez moi, il n'y a pas un produit d'origine animale, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel. Et c'est important d'éduquer les enfants dès leur plus jeune âge pour que plus tard, ce soit plus facile pour eux d'avoir ce modèle-là. Parce que moi, quand on a 40 ans, qu'on a mangé de la viande toute sa vie, qu'on a mangé du chocolat, qu'on a salé tous nos plats, sucré tous nos plats, c'est vraiment difficile. C'est comme dire à un fumeur qui a fumé pendant 40 ans, lui dire maintenant il faut arrêter parce que c'est pas bon. Même s'il veut, c'est difficile. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important d'éduquer mes enfants à ça aujourd'hui et ils sont très réceptifs et ça se passe bien et pour moi ça fait partie de ma responsabilité en tant que parent de les mener vers ça. Et le sport c'est pareil, hein, c'est voilà pour avoir une vie je dis pas saine parce que bon on a tous des écarts, on est humain, voilà, mais en tout cas faire les efforts, jouer sa part parce que c'est notre responsabilité. Ça veut dire aujourd'hui on a des vies de sédentaires et la sédentarité est un mal du siècle.
on est devant nos ordinateurs. Avant, on marchait, on courait, on se déplaçait. Aujourd'hui, pour faire 100 mètres, on prend la voiture, on est devant son ordinateur. Quand on n'est pas devant son ordinateur, on est devant sa télé. On fait beaucoup moins d'exercices. Donc, il faut avoir un objectif, au moins minimum 10 000 pas par jour, minimum 10 000 pas par jour. Et si tu ne les fais pas, essaye de faire du sport parce que c'est ce qui va éviter les maladies cardiovasculaires, c'est ce qui va éviter un grand nombre de problèmes plus tard. Donc, encore une fois, c'est une question très personnelle et philosophique. Est-ce qu'on a envie de faire les bons choix? Est-ce qu'on a envie de se faire du bien? Ou est-ce qu'on a envie de vivre sans se poser de questions? Mais après, de payer les conséquences. Et le truc aussi avec les conséquences, c'est qu'on n'est pas les seuls à les payer. Parce que quand on a une société où, par exemple en France, la sécurité sociale, c'est les impôts de tous qui les payent. Donc quand un fumeur fume et qu'après, il doit aller chez le médecin, c'est tous ceux qui contribuent qui doivent payer, y compris ceux qui ne fument pas. Donc quelque part, c'est toute la société qui paye. C'est toute la société qui payera le fait d'avoir des générations de gens malades, obèses, et avec des problèmes de santé. Eh ben, madame, vraiment, c'est impressionnant parce que vous menez à bien votre parcours professionnel et votre mission personnelle. Donc, vraiment, merci à vous. Et gentil à dire, pour finir, c'est pas vrai. Tous les jours, j'ai des difficultés. Tous les jours, je doute. Ce n'est pas facile. Je galère encore aujourd'hui, tout le temps, à jongler entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc, je m'adresse à vous. Ne croyez pas que tout est facile et tout est rose. Là, je suis là, je parle avec passion, etc. Mais par exemple, ce matin, j'ai galéré parce que j'ai pas réussi à faire quelque chose, parce qu'il fallait vite aller chercher les enfants à l'école, parce qu'il faut faire les devoirs, il faut faire ça, il faut faire ça. Pour répondre à ce live à 20h30, il a fallu que je gronde ma fille pour lui dire: je t'avais dit qu'on allait se coucher à 8h. Tu vas dormir maintenant parce que j'ai un rendez-vous à 8h30. Donc, c'est en permanence, des petites difficultés du quotidien, mais qui nous rendent si humains. Ne croyez pas que tout est facile et que tout arrive si facilement. En réalité, chaque jour vient avec son lot de doutes, de questions et de difficultés et d'obstacles. La question est à nous de relever les défis, à nous de dépasser les obstacles. Très bien, madame. Du coup, pour résumer le live, c'était votre note finale ou vous voulez peut-être adresser un autre message? Non, c'est ma note finale. Je trouve ça bien de dire que voilà, on a tous des difficultés tout le temps. Et ceux qui vous diront tout est facile, moi j'ai longtemps cru que ça serait facile de mêler vie personnelle et vie professionnelle. En réalité, c'est un challenge au quotidien parce qu'on veut être une bonne mère, on veut être une bonne professionnelle, on veut avoir une belle carrière, être une bonne maman. Et en réalité, c'est vraiment un défi quotidien. Donc, ne vous sentez pas seul dans ce défi parce que c'est le défi de toutes les femmes, de la première dame à Angela Merkel, à Oprah Winfrey. Donc, vraiment, ne vous sentez pas seul dans ces défis et dans ces doutes. On est humain. C'est ce qui nous rend beau aussi. Mais ce qui nous rend encore plus beau, c'est notre capacité à dépasser les obstacles qui sont sur notre chemin. Merci énormément à vous, madame. C'était un live très enrichissant et vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de conseils. On vous remercie pour votre présence, pour votre engagement et ça fait vraiment plaisir de vous avoir comme invitée, madame. Merci beaucoup. À très bientôt sur les réseaux sociaux. Bientôt. Merci beaucoup à vous, madame, et très bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Du coup, merci beaucoup les amis d'avoir assisté à ce live. C'était avec Madame Leila Rendi. On se retrouve prochainement pour un autre live avec un autre invité certainement.